Merci, merci aux experts pour vos interventions. Vraiment très instructif. On a vraiment appris beaucoup de choses. Moi, ce que je note vraiment de vos interventions très inspirantes, c'est effectivement, donc on était dans un monde post-Covid où on avait besoin, donc on avait un poste, un siège central dans lequel on emmenait le travailleur venir travailler et certaines entreprises quand même avaient pris le pas progressivement de faire une transition numérique, intégrer de plus en plus d'outils, mais le le changement a été tellement brutal et rapide que, toutes les entreprises, autant celles qui avaient, déjà, démarré la digitalisation que celles qui n'y s'y étaient pas mises, ont été forcées, d'utiliser le numérique parce qu'il y avait pas le choix. Il fallait pouvoir emmener le travail où se trouve le travailleur. Donc maintenant, le new normal, ça c'est vraiment ça, c'est de pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour permettre à quelqu'un de faire son travail pour ne pas, trop faire souffrir l'entreprise et en même temps permettre aux travailleurs de travailler. Mais il y a différentes choses à prendre en compte parce qu'effectivement, dès qu'il y a cette distance, la personne qui est maintenant, chez elle, dans les conditions dans lesquelles elle est, parce que le bureau justement permet d'avoir des conditions optimales, peut-être l'électricité, l'internet et tout ça. Donc maintenant, il y a de nouveaux défis qui viennent. C'est comment s'assurer que le travailleur a tout ce qu'il faut pour travailler, mais comment aussi il se sent toujours proche de l'entreprise avec cette distance et comment est-ce qu'il fait pour s'adapter à ces nouveaux outils auxquels il n'était pas habitué, ou même s'il les utilisait déjà, mais comment accentuer justement cette utilisation pour en faire quelque chose vraiment de positif et augmenter les performances et faire d'eux vraiment des travailleurs, des super travailleurs au service de leur propre développement et qui fait profiter l'entreprise. Pour ça, l'entreprise va devoir investir un peu plus, mais c'est un investissement sur l'avenir parce que elle aura des travailleurs vraiment performants et les chiffres vont s'en sentir. Euh, Ensuite, oui, effectivement, il y a différents canaux qui sont dédiés et qu'il faut pouvoir utiliser. Il y a du jargon maintenant numérique qu'il faut pouvoir intégrer et vraiment, voilà, on passe vers une gestion des équipes en termes de change management. Ça va devenir vraiment la clé pour vous, qui êtes dans le secteur des ressources humaines. Pensez à vous renseigner là-dessus et à vous former dessus et à aller vers ce type de profil parce qu'on en aura de plus en plus besoin dans les entreprises. En tout cas, un grand merci vraiment pour toutes vos interventions. Maintenant, on va donner la parole au public. Vous avez posé des questions et c'est super. Et je laisse Alexandra, tu vas pouvoir répondre en tout cas distribuer les questions aux différents intervenants. Par souci de timing, on va prendre quelques questions seulement, mais ne vous inquiétez pas pour les questions qui ne seront pas répondues. Nous allons préparer un livret, nous demanderons aux experts de répondre et vous recevrez tout par email. Alexandra? Merci, Meta. Alors, la première question, je vais l'adresser à Yves. Yves, il y a un participant qui dit ceci. Il demande, est-ce que tu penses qu'en RDC, il spécifie bien la RDC, est-ce que les organisations sont prêtes à cette nouvelle culture de management liée au télétravail? Parce que il dit, la culture du contrôle de performance reste un véritable défi. Et justement, est-ce qu'on peut se permettre de supprimer les agences de banque finalement de digitaliser complètement? Donc ça, c'est la première question que j'adresse à Yves. Donc, est-ce que en termes de culture congolaise, de l'avancement du RH en RDC, est-ce qu'il n'y a pas un double défi quelque part, contrairement aux autres pays africains ou au reste du monde? Merci, c'est curieusement, je m'attendais à cette question-là parce que bon, on a parlé de l'organisation du travail de manière globale, de manière générale. Je pense personnellement, euh, je crois que j'ai fait allusion à ces petits points quand je parlais pour dire, écoutez,
Je disais que dans notre environnement, aujourd'hui en Afrique, je ne vais pas parler de la RDC, c'est déjà compliqué de faire asseoir quelqu'un sur sa chaise et qu'il travaille. Il faut, à la rigueur, j'ai vu un partenaire qui a parlé, il a parlé du micromanagement. Parce qu'on arrive à un moment où il faut faire du micromanagement pour que les gens fassent leur travail. Bon, c'est cette révolution qui est en train d'arriver. Malheureusement, qu'on soit en RDC, qu'on soit partout, pour être compétitif, il faudra adopter ces nouveaux outils. Il faudra peut-être revoir, comme disait Odette, la gestion de la performance. Comment on donne les tâches à faire? Il faut trouver un moyen de donner les tâches à faire de manière que les tâches peuvent être faites à distance et qu'on assure le suivi. Il faudra peut-être qu'on adopte notre système de rémunération qui s'adapte à la rémunération par tâche effectuée et finie. C'est des idées qui me passent par la tête. Notre culture peut être un problème avec la culture du travail, donc il faut être derrière quelqu'un. Et peut-être comment être derrière quelqu'un à distance, ça c'est des choses qu'on peut pouvoir développer. Et d'autre part, je dirais aussi, dans cette mutation de travail, ça va être aussi difficile de pouvoir faire toutes les tâches à domicile. Il y a des tâches qui ne pourront pas être faites à domicile. Donc, peut-être dans votre organisation, on fera la part de choses. Il y a des tâches pour lesquelles, si on pense que ça ne peut pas être fait à domicile, peut-être parce qu'il faut avoir un bâton derrière, il reste là et puis on essaye de voir plus tard. Ou à la rigueur, commencer à recruter les nouvelles générations qui sont plus adaptées à pouvoir épouser ces nouvelles technologies et les faire. Mais bon, c'est vrai que notre culture est celle qu'elle est. Par moments, elle est compliquée. Juste pour aligner cet exemple à quelque chose qui est similaire. J'assistais à une conférence au Nigeria où on parlait de méthodes de flexibilité du travail et il parlait des exemples du Canada de congés de maternité et de paternité. On disait que, par exemple, au Canada, le mari peut aller en congé de paternité qui peut faire 3 mois, un peu plus par là. Et on me demandait si au Nigeria, je pouvais le faire dans cet environnement. Je dis, culturellement, chez nous, c'est compliqué parce que si j'envoie mes ouvriers en congé de paternité pour 3 mois, 6 mois, je crois qu'ils devront faire d'autres enfants encore pendant cette période et puis ils vont accumuler des congés de maternité, des paternités qui vont aller un peu plus loin. Donc, c'est pour dire que le monde change, l'environnement du travail change, la RDC est aussi appelée à changer. Il y a les entreprises modernes dans les secteurs modernes qui permettent le travail à distance qui devront le faire. Naturellement, dans une minoterie, on ne pourra pas faire le travail à distance. Dans une ferme, ça va être compliqué. Mais tous les nouveaux métiers, je pense que permettent le travail à distance, y compris en RDC. OK. Ben, merci en tout cas Yves pour ta réponse. Alors la seconde question va s'adresser à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, tu nous as parlé de la motivation. Tu l'as ancré au fait sur une base, au fait ton soubassement était scientifique et nous l'avons bien compris. Il y a un intervenant qui nous dit ceci, c'est que compte tenu du fait que toutes ces études normalement doivent tenir compte, on va dire, du cadre culturel dans lequel elles se déploient et du fait qu'en RDC, il n'y a pas encore d'études qui confirment que les éléments intangibles ont un impact sur la motivation. Et il dit même que de sa propre expérience en Afrique centrale, le cash, c'est l'élément fondamental de la motivation. Bon, je ne fais que répéter la question. Après, les autres pourraient intervenir. Sa question, c'est de dire comment on fait? Parce que fondamentalement, lui, il a une approche, c'est le cash qui motive. Alors, si on doit capitaliser ou se rabattre sur les autres éléments, est-ce qu'on n'est pas un peu perdu? Est-ce qu'on ne donne pas finalement un fusil à un fermier au lieu de lui donner une bêche ou une pelle? On t'écoute, Jean-Sébastien. Merci pour la question et merci à mon frère Kunzi pour cette pertinence. Effectivement, si on regarde globalement, on peut avoir cette perception, oui, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que
je vous disais avoir suivi 3 jours sur RFI un médecin sénégalais qui disait qu'il a été volontaire par patriotisme d'aller, comment je peux dire, d'aller travailler pour lutter contre le Covid. Mais bon, il dit, par patriotisme, je m'étais inscrit pour ce bénévolat, mais il n'y a pas de motivation. Et puis ensuite, le journaliste commentait que voilà, quand on dit motivation, les primes que l'État devait payer n'y sont pas venues. Je dis, bon, finalement, c'est quoi? C'est le patriotisme, c'est le bénévolat, c'est l'argent ou truc. C'est humain. Au Sénégal, en Belgique, au Congo, c'est humain. Personne ne veut travailler pour rien. C'est parce que je n'ai pas dit que le cash n'est pas primordial. Par contre, je pense que ce qui est primordial et ce que nous, Congolais, nous, Africains, on devrait mettre en avant, c'est un trait majeur de leadership qu'on appelle l'intégrité. OK? Et l'intégrité doit être vue à 360 degrés. L'intégrité, c'est la correction de se dire quand je m'engage pour faire ça, quand je suis payé à la fin du mois, je ne peux pas me dire sous prétexte du télétravail que j'aille passer une semaine en retraite de prière et puis je vais faire le malin en vérifiant de temps en temps ma connexion pour voir s'il n'y a pas de messages et autres. Ça, c'est l'intégrité, c'est d'abord la conscience. Et je me dis toujours, un peu par expérience aussi, que les défauts d'intégrité ressortent rapidement sur la surface. Mais ce que j'aimerais dire aussi, et en parlant de communication, toujours aussi en parlant d'intégrité, ce que les gens remettent en cause souvent, ce n'est pas le cash en soi, c'est l'équité. Et je ne vais même pas dire l'équité, je vais répondre le mot intégrité. C'est l'intégrité dans le système de rémunération. Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est intelligemment désigné? Est-ce qu'il est fair? Est-ce qu'il est équitable? Et est-ce qu'il est communiqué décemment? De manière à ce que, si je sais que Alexandra et moi, on fait le même travail et que Alexandra touche 10 000 sous prétexte qu'elle a un passeport rouge et moi, j'ai un passeport bleu, j'ai étudié à l'université de Kinshasa, alors qu'Alexandra et moi, on a étudié dans la même école primaire et secondaire, je vais me sentir discriminé. Mais le problème, ce n'est pas qu'on me donne 10 000. Non, le problème, c'est quelle est l'équité et l'intégrité de mon système de rémunération. Je pense que lorsque on a une communication et on a une intégrité, les choses s'harmonisent. L'être humain est le même, qu'il soit belge, congolais ou canadien, et voilà, il a les mêmes besoins. Pour chuter ou terminer, je vais vous donner un exemple. Moi, je suis congolais à 100%. Mais vous pouvez demander à Yves, si par le télétravail, je dois rentrer à Kinshasa, ma rémunération peut baisser d'un petit pourcentage, 5, 10, 15, 20, parce que je serai plus étranger. Mais je vous jure que je serai heureux, non pas seulement de rentrer chez moi, mais aussi de vivre près de ma famille. Et ça, c'est des aspects liés à mon appartenance à la communauté qu'est ma famille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent. Vous pouvez me donner 5 000, je ne vais pas rester. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais dire. Donc, si je t'entends bien, tu mets en avant l'aspect de l'appartenance comme élément de motivation au-delà du cash. OK. Alors, je vais donner la parole à Yves qui veut compléter. Je t'en prie. Non, non, c'est un point important et j'aurais souhaité vraiment dire quelque chose sur ce point. Vous savez, pour ceux qui font dans les écoles de commerce, dans les business schools, on apprend ça. Là, tu peux avoir un talent qui travaille pour toi. La personne peut quitter. Je peux vous payer beaucoup d'argent. Mais si vous travaillez dans un environnement exécrable, où il n'y a pas une bonne culture d'entreprise, où vraiment il n'y a pas de respect entre les collaborateurs, entre les employés, tout ça, les gens peuvent démissionner et partir et vous laisser avec votre gros salaire. Parce que la personne, il y a pas seulement la rémunération physique, il y a l'environnement du travail, le respect, ça peut être l'appartenance avec Jean-Sébastien. Il y a aussi l'environnement physique. Quelqu'un qui travaille dans un environnement où il ne se plaît pas du tout, il peut vous envoyer paître avec votre gros salaire. Donc, il n'y a pas que la rémunération qui compte, il y a aussi
l'environnement du travail, les relations avec ses collègues et ses partenaires. Quand c'est exécrable, tu viens au boulot, tu t'es fait insulter, on te touche jusqu'au fond. Par exemple, j'ai un patron qui est raciste, qui est clairement raciste, je vais laisser mes millions, je vais partir. Okay? Je ne peux pas être dans un environnement où on m'insulte. Je peux partir. Il peut y avoir un environnement où même physiquement, le bureau ne sont pas bons, je n'ai pas des outils de travail. On peut éventuellement partir. Et ça arrive. Les gens peuvent s'attacher à vous juste pour prendre de l'argent pendant un moment, mais dès qu'ils ont quelque chose de bien, ils se cassent. Donc, il faut faire très attention à ça. Et il n'y a pas que l'argent qui compte. Et surtout quand on est dans un environnement, surtout quand vous êtes dans des métiers où vous avez besoin de garder des talents, d'attirer les talents, croyez-moi, il n'y a pas que l'argent qui compte. C'est le petit point que je voulais ajouter. Ok. Alors, nous allons prendre une main levée. Jacob Alfred, es-tu parmi nous? Est-ce que ton micro est activé? Ce sera une question pour Odette. Ok, bonjour. Bonjour Jacob Alfred. Bonjour Yves, Odette et Jean-Sébastien. Merci pour votre intervention. Alors ici, je voulais plus avoir votre orientation par rapport à une situation liée à cette crise. En effet, on a eu à recruter des commerciaux vers la fin du mois de mars. Et cependant, on avait fixé... Allô, allô? Des KPIs, des targets. Cette crise, il y a un... Allô? Oui, voilà, tu peux y aller, je t'en prie. Il y a l'impact en management en ce qui concerne l'approche qu'on doit prendre concernant l'évaluation de leur période probatoire. Pour eux, ils sont statiques. On les avait demandé 10 millions de dépôts, on attend cela et mon approche est qu'on doit revoir les KPIs, les targets, tenant compte de l'impact de la pandémie sur le plan économique. Alors, je voulais plutôt avoir vos expertises et votre approche quant à ces petits, s'il faut parler, conflits ou bien cette situation. Voilà, c'est ça ma préoccupation. Vous avez compris la préoccupation. Hein? Donc, recrutement avant Covid, pas de période vraiment probatoire. Voilà, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Odette, tu peux répondre et alors Yves et Jean-Sébastien pourront compléter. Oui. Merci Jacob Alfred pour ta question. Écoute, moi je pars du même sentiment, du même avis que toi. Ils ont été recrutés à une certaine période, ils avaient une période d'essai et dans cette période d'essai, ils avaient des targets. Survient la pandémie qui bouleverse tout, mais alors tout. Vous allez voir que même au niveau des entrepreneurs et des grosses entreprises, beaucoup de choses ont été affectées, impactées. Est-ce la faute du travailleur? Je crois qu'il faut être fair à ce niveau-là. Yves pourra éventuellement me compléter, mais je crois qu'il faut être fair. Beaucoup de choses doivent être réévaluées compte tenu de ce qui s'est passé. Parce que si, par exemple, mon action est de vendre de la bière et que les bars et restaurants ont été fermés, est-ce que je peux faire le même nombre de ventes? Impossible. Il faut être fair avec la situation qui a été vécue selon moi. Ok. Vous souhaitez compléter? Yves? Ton micro. Ton micro. Je pourrais compléter Odette brièvement. Merci beaucoup, Jacob Alfred. Tu sais, quand on fixe des objectifs, et je pense que Odette en a parlé, les objectifs doivent être, c'est un mot qu'on connaît dans notre jargon de HR, doivent être smart. OK? Dans smart des objectifs, tout le temps on parle de smart, il y a le A et le R dans le smart. Bon, les anglophones diront que les objectifs doivent être achievable. Il ne faut pas donner des objectifs que quelqu'un ne peut pas faire normalement. Okay? Les objectifs doivent être achievable et doivent être réalistiques. C'est pour ça que dans les processus de gestion de la performance, on a souvent, dans une année normale, on a ce qu'on appelle les mid-reviews.
Ça permet de voir l'environnement a changé. Tu m'avais demandé de vendre 20 oranges. Il y a eu un incendie dans la forêt où on récoltait les oranges. Il n'y en a plus. Je ne peux plus vendre 20 oranges. Ce n'est pas parce que je ne peux pas, mais parce que les oranges, il n'y en a pas. Aussi simple que ça. Donc, je pense qu'il faut être juste, humain, faire, réalistique, revoir tes objectifs pour ces gens-là. Au besoin, repousser la période de probation pour une autre période en donnant ce qu'un être humain normal, avec la capacité normale, peut faire en une période pour que tu apprécies les bons commerciaux et que puis tu les gardes. C'est tout. Il faut malheureusement revoir tes objectifs en tenant compte des circonstances qui n'ont rien à voir avec la compétence de ces gens-là. Merci beaucoup pour vos questions. En tout cas, je vois que le chat et le Q&A vraiment est très, très, très actif et c'est génial. Normalement, on devrait arrêter là avec les questions, mais je vais encore accorder une dernière question. Alexandra, est-ce que c'est possible encore de choisir une question pour ne pas laisser les gens sous leur faim, mais en tout cas, désolé pour toutes les questions qui ne seront pas répondues. On y répondra vraiment plus tard, sans problème. Ne vous inquiétez pas. Okay. Alexandra, je te laisse. Oulala, je vous dis, on a tellement, elles sont toutes pertinentes. C'est juste, oulala. Allez, je vais en prendre une, c'est un avis. Elle a, je dirais, 3 volets et je vais en rajouter quand même un 4e. Donc, s'il vous plaît, intervenants, prenez note. Chacun va essayer de répondre à la question. Comme ça, ce sera un peu votre mot à vous de la fin. Alors, là, c'est un responsable d'agence, je pense, qui dit « Je suis pessimiste et d'avis que nos entreprises ne sont pas prêtes pour le télétravail. » Et alors, il soulève 3 points. Tout d'abord, il dit les conditions non réunies dont a parlé Odette, électricité et problème de connexion, et non pris en charge par les entreprises, donc problème d'électricité et non connexion avec une non prise en charge par les entreprises. Deuxième élément, il dit, les entreprises ne sont pas prêtes. Pourquoi? La culture du sacrifice dans le travail. Aujourd'hui, et avec surtout les nouvelles générations Z et tout ce qu'on veut, on n'est pas prêt forcément à se sacrifier d'après lui dans le travail. 3e volet, problème de concentration, il dit, et gestion des cas sociaux. Beaucoup de cas sociaux. Alors, lui, il met ces 3 volets-là en disant, pour lui, c'est très compliqué, donc il veut avoir votre avis. Alors ensuite, vous allez noter juste le dernier volet que moi, je rajoute sur base d'une autre question qui me semble pertinente. Il dit, c'est bien tout ce qui est proposé, mais aujourd'hui, les DRH n'ont pas forcément la main libre, surtout au niveau multicanal. Alors, comment peut-on réellement être fair, juste, dans une évaluation, surtout à mi-parcours? Là, la personne rebondit sur la question de Jacob Alfred. Je ne sais pas si ça va ou que je répète. Surtout les multinationales, excusez-moi, il dit. Donc, je répète la dernière question. Donc, la première question, c'était, il est pessimiste sur le télétravail à cause des conditions difficiles et la manque de prise en charge par les entreprises. L'autre volet, c'était pessimiste par rapport au télétravail car il n'y a pas la culture du sacrifice. Et enfin, pessimiste au télétravail parce qu'il y a beaucoup de gestion des cas sociaux. Et alors, dernier volet, c'était dans des multinationales où parfois le DRH de la filiale n'a pas les mains libres. Comment peut-il être juste dans les évaluations et surtout de mi-parcours, bien qu'on soit dans le Covid? Donc, je pense que la dernière question est tout aussi importante que les autres et je vais vous laisser la parole. On a vraiment débordé, mais je crois que c'était important de maximiser le nombre de réponses aux questions posées. C'est à vous, cher expert. Yves demande à commencer, je t'en prie. Je peux commencer, donner mon avis. Nous ne sommes pas prêts au télétravail. Je pense que Jean-Sébastien en a parlé dans son exercice. En tant qu'organisation, je pense que si vous voulez être productif, vous voulez être compétitif, vous devez être efficient, vous devez gérer vos coûts et devez adopter les nouvelles méthodes d'environnement. Il y a peut-être un point qu'on a oublié de dire pendant cette discussion, c'est que toute entreprise qui veut se lancer dans cette façon, adopter cette norme de travail qui est le futur,
doit investir dans l'infrastructure nécessaire pour le télétravail. Et je pense que l'intervenant a raison. Nos entreprises, beaucoup ne sont pas encore prêts, mais je pense que c'est le futur et les entreprises devront investir dans les outils pour un télétravail effectif. Ça veut dire que tu dois mettre à la disposition de tes employés les terminaux pour qu'ils puissent avoir accès au multitravail. Il faut peut-être enlever certains avantages, le mettre sur d'autres, notamment, par exemple, payer l'Internet pour ses employés. Parce que certains services demandent que l'employé soit connecté 24 heures sur 24 ou à tout moment. Donc, il faut s'assurer qu'ils ont accès à cette connexion pour que le télétravail soit effectif. Pour des gens qui accèdent des systèmes informatiques de chez eux, il faut investir sur la sécurité parce que, bon, il y a des documents du boulot qui doivent circuler à gauche, à droite. On a besoin quand même d'une infrastructure sécurisée. Donc, le télétravail ne doit pas se faire. Chacun utilise son WhatsApp et tout ça. Non, non, non. Comme disait Odette, on doit pouvoir avoir nos infrastructures sécurisées au sein de l'organisation qui permettent à nos employés de rester dans la communauté, comme disait Jean-Sébastien, mais tout en étant chez soi. Donc, quand on accède au moment de travailler, on accède à un système qui est accepté par l'entreprise, qui est homologué par l'entreprise où on travaille. Donc, il a raison. Je pense que les entreprises qui veulent être compétitives devront absolument investir dans les outils de télétravail. C'est important. C'est pour leur propre sécurité et aussi c'est pour leur productivité. Là, il n'y a pas de doute. Je pense que le post-Covid va imposer aux entreprises de pouvoir investir dans ces domaines. Ça, c'est quelque chose pour certains d'entre nous qui travaillons, qui travaillons un peu dans des réflexions dans ce sens. On est en train d'investir dans ces domaines-là. Même aujourd'hui, on est en train d'investir dans l'infrastructure pour la sécurité du télétravail. La culture du sacrifice, la culture sociale, les cas sociaux Bon, le cas sociaux, ça m'a fait sourire parce que, bon, je suis de la RDC, je travaille dehors, mais j'avoue que quand je suis au pays en mission, quoi que ce soit, par moments, j'ai même du mal à me concentrer parce que j'ai la famille, les amis, en fait, j'ai des tantes, des oncles qui font la file, la descente du bureau. C'est un peu dans un environnement où il y a une personne qui travaille pour différentes communautés. Dès qu'il est à la maison, il y a plein de gens, il a du mal à se concentrer. Ça, c'est quelque chose qui, à mon humble avis, à un moment donné, il faudra mettre la discipline. Bon, des entreprises comme le nôtre, ce que nous faisons, nous ne voulons plus, nous mettons en place, par exemple, différents pôles de travail. C'est-à-dire que les gens peuvent aller dans différents... Tu n'es plus obligé de venir travailler dans un bureau ici, mais EcoBank peut avoir plusieurs bureaux et tu peux te connecter dans n'importe quel bureau. Tu viens, ça sera un peu comme pour nos employés des bureaux mobiles. Donc, tu quittes chez toi. Si tu n'as vraiment pas l'environnement pour travailler, tu peux t'arrêter à l'agence qui est près de ton quartier et tu travailles de là. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une très bonne réflexion dans nos environnements. Les entreprises devront penser à ça. Surtout en Afrique, il n'y a pas que la RDC. En Afrique, par moment, bon, on ne vit pas forcément dans des endroits où on peut se concentrer. On a besoin de sortir de là pour se concentrer. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Le dernier point, les DRH n'ont pas le main libre dans le multinational. Je pense que certains des amis qui sont là, Odette et tout ça, on a eu ces débats une fois à Kinshasa où on disait il y a beaucoup d'entre nous, they don't sit at the table, comme disent les anglophones. C'est-à-dire que votre rôle est tellement important pour gérer les changements, il faut bâtir cette crédibilité. Et on peut faire l'objet d'un autre forum une autre fois, parce que ça, c'est un point qui me tient à cœur. Un DRH, c'est un des rôles le plus important dans une organisation, parce que l'organisation fait les profits, les produits, tout ce qu'on veut sont le même parce qu'il y a la compétition. Par exemple, la banque, que vous ouvrez un compte à EcoBank, que vous ouvrez un compte à Equity Bank, que vous ouvrez un compte à Standard Bank ou Odette, les services sont quasiment les mêmes. Le tarif des produits sont quasiment les mêmes. Souvent, ils sont même imposés par les régulateurs. Mais ce qui fait la différence, c'est le capital humain. Dans notre jargon, on dit le capital humain. Le profil, c'est l'expression de la motivation, de l'engagement du capital humain qui s'exprime dans le bottom line.
Donc, le HR joue un rôle important. Il faut bâtir votre crédibilité, il faut connaître l'entreprise, les objets de l'entreprise, il faut gagner sa place dans l'organisation. Ah, c'est vrai que peut-être dans d'autres circonstances, on a des DRH on n'a pas forcément la main, mais je pense que quand vous bâtissez votre crédibilité dans le secteur, vous êtes incontournable dans toute décision de changement qui doit avoir lieu. Et vous devez amener les solutions sur la table qui make sense, qui sont crédibles et qui sont alignées avec les résultats de l'entreprise. Et là, votre voix se fera entendre et vous serez partie prenante du changement. Sinon, vous allez subir les changements et continuer à vous plaindre. Ça, c'est un petit message que j'avais de ma part, du fond du cœur. Alors, Odette, quelques minutes parce qu'on a largement débordé. Il faut absolument qu'on puisse… voilà, je t'en prie. En une minute, qu'est-ce que tu as complété? Et j'en sais pas au cas où. Ouais, alors je vais juste compléter Yves en reprenant une de ses phrases qu'il a donnée et j'espère qu'il s'en souvient. Il y avait un événement, je crois, l'an dernier ou il y a 2 ans, qui se passait au Pullman et il était un des speakers et il a essayé d'expliquer le rôle d'un DRH. Et il disait, et je vais te citer, j'espère que je vais retranscrire exactement ce que tu as dit, c'est à nous, DRH, de pouvoir parler chiffres. Lorsqu'on est capable de parler chiffres, de parler productivité, de parler le langage d'un DG, on devient important, on fait sa place. Si on reste un DRH qui n'est que purement administratif, excusez-moi, je vais être franche, je pense que ceux qui me connaissent connaissent mon franc-parler. Si on reste un DRH qui reste purement administratif, gestion de la discipline et tout ce qui s'en sort, c'est bien beau. Mais quel est votre adding value pour votre DG? Votre DG, at the end of the day, c'est le bottom line. Qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Il disait, vous devez apprendre à parler chiffres. Vous devez comprendre les mécanismes. Vous devez comprendre la stratégie de votre entreprise. À ce moment-là, vous vous impliquez dans la stratégie et vous devenez important. C'est vous qui bâtissez votre réputation dans l'entreprise. Je ne sais pas si tu te souviens de ça, Yves. En effet, c'est vrai. C'est clair. Souvent, on est déconnecté du business et c'est ça qui fait qu'on n'a plus la main et on subit. Mais quand on est dans le business, on connaît les produits, on connaît les chiffres, on connaît par mois quels étaient les chiffres d'affaires, on connaît quel est le profit, on connaît ce qui se passe et on peut lier ça avec nos stratégies human resources. On devient, croyez-moi, incontournable. Alors, okay. Avant de passer… Merci en tout cas Yves. Donc Jean-Sébastien, on aimerait un mot de toi par rapport à cela avant de passer la main à Meta pour la conclusion. Non, je pense que je suis très mal placé dans ce débat. Je suis en train d'intervenir avec Yves, donc c'est un peu délicat. Mais bon, juste une anecdote quelques secondes. Je me rappelle lorsque en 2012, je pense à Airtel, on a eu un nouveau DG qui est arrivé. Il a fait le tour des collègues de la direction. Il y en a qui ont dit que, au fait, ici, là, il n'y a que le directeur marketing et le directeur des ressources humaines qu'on écoute. Donc, pour dire que je pense que c'est possible qu'ils puissent avoir une place sur la table. Tout dépend de la crédibilité personnelle qu'on bâtit en fonction de l'intérêt du business ou de la direction vers laquelle va le business. Par contre, un simple point pour chuter très rapidement, il va falloir peut-être qu'en tant que communauté RH des professionnels, nous faisions aussi des réflexions pour devenir un vivier de contribution dans l'évolution de notre législation. Parce que on a parlé des policies, on va mettre en place nos policies pour nos entreprises, mais il faudrait aussi que la législation sociale puisse évoluer et permettre
qu'on embrasse cette évolution. Je regarde la problématique soulevée par Jacob Alfred. Il va peut-être falloir, il est dans l'incapacité, on ne peut pas mesurer, mais bon, ici il y a aussi une difficulté majeure à confirmer une personne qui peut-être par ensuite, lorsque de manière smart, on verra que la personne ne peut pas avoir la place dans la compagnie. Sa confirmation est acquise du fait que notre législation, par exemple, ne permet pas qu'on puisse renouveler une période probatoire. Et ça, ce n'est juste qu'un exemple. Il y a plusieurs autres aspects qui, dans la législation, devraient évoluer, même en termes de fin de contrat, pour pouvoir faire en sorte que, en tant qu'entreprise, en tant qu'employé, nous puissions être dans une dynamique alignée sur le changement vers lequel l'humanité est en train de partir. Sinon, on sera à la traîne. Tandis que nos confrères dans le monde anglophone, leur législation est beaucoup plus souple et beaucoup plus mise à jour, ou bien même énoncée de manière générale, sans contraintes majeures qui empêchent le business de se développer. Et c'est à nous, HR, parfois, d'apporter ça sur la table de nos décideurs dans les assemblées, les gouvernements et autres. Super, ah, super, super, vraiment. Un grand merci. Je ne sais pas, Alexandra, si tu voulais ajouter un mot? J'allais juste m'excuser d'entrée de jeu auprès des participants. Vous savez qu'on a toujours été à cheval par rapport au timing, mais quand je vois le nombre de questions, la patience des intervenants et finalement l'intérêt et la pertinence de ce qui est posé, je pense que pour cette dernière masterclass, vous allez nous excuser de vous donner la parole et de prendre ce temps pour que ce soit comme Yves, Odette et Jean-Sébastien avait dit, a real talk, un échange, parce qu'on ne vient pas pour dire ce qui est bon, mais pour échanger les best practices. C'est juste ce que je voulais dire, donc déjà formuler des excuses anticipativement. Je t'en prie, Meta. Oui, voilà, j'allais à peu près dire la même chose. Effectivement, cette session a vraiment été une session passionnée. On sent vraiment qu'il y a beaucoup d'experts dans l'Assemblée et donc ça permet d'avoir des échanges vraiment pertinents parce que chacun parle de choses concrètes de sa réalité et effectivement, c'est très important de pouvoir échanger. Je sens que, Alexandra, tu seras d'accord qu'il faudra faire une nouvelle session sur cette thématique en abordant d'autres points parce que vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, est vraiment nécessaire. Mais je pense qu'on avait communiqué, c'est la première édition des Metalis Digital Masterclass. La prochaine est prévue pour novembre. Donc, tant que nos intervenants sont disponibles, vu qu'ils ont pris à cœur l'organisation de cette masterclass, ben, ils pourront éventuellement être de retour pour y répondre. Donc, j'ai noté en tout cas toutes les suggestions qui ont été faites pour les prochaines masterclass RH. Merci, Meta. Ah, excellent. Alors, donc, nous allons passer à la parole. Nous allons donner la parole au partenaire, vraiment un partenaire de choix, la Chambre de commerce franco-congolaise qui nous a accompagnés dans cette aventure vraiment de masterclass. Je laisse Sophie Olivier, si tu es présente, s'il te plaît. Merci. Bonjour te laisse à la tous. parole. Sois la bienvenue. Et Bonjour. je te laisse te présenter et puis présenter la Chambre. Parfait. Tout d'abord, une petite excuse. Là, on est dans les problématiques du télétravail, donc je n'ai pas de vidéo, donc j'espère que vous me pardonnerez et que vous m'entendez bien. Donc moi, je suis la directrice générale de la Chambre de commerce franco-congolaise et c'est vrai qu'on travaille avec Metanesis depuis de longs mois. On peut maintenant commencer à parler d'années. Et c'est vrai qu'on a trouvé une bonne façon de fonctionner et on s'appuie sur son expertise et l'expertise de ses experts pour proposer des formations à nos membres. Donc nous, on est une chambre de commerce, c'est-à-dire qu'on est un réseau d'entreprises et on a pour vocation d'informer nos membres du réseau, donc que ce soit des entreprises françaises qui viennent prospecter le marché congolais ou que ce soit les entreprises congolaises qui veulent soit nouer des partenariats avec ces entreprises, soit elles-mêmes aller faire un tour en France. Donc, vocation informée, on forme aussi en s'appuyant sur des experts extérieurs comme Alexandra par exemple sur les formations commerciales.
On a d'ailleurs lancé un programme de formation e-learning à destination notamment des commerciaux en région. Ça, les DRH ont souvent une problématique de trouver des experts sur place dans les régions lorsque, par exemple, ils ont des agences bancaires qui sont situées dans des toutes petites villes de province. Et effectivement, Metanesis a mis en place une solution de formation de ces commerciaux-là qui marche très bien et à laquelle on est associé. Et puis, notre dernière vocation, c'est de mettre en relation les entreprises pour qu'elles fassent du business ensemble. Et je crois que ça marche assez bien. On a quelques success stories, alors, qui parfois doivent rester confidentielles, mais les communautés d'affaires françaises et congolaises matchent assez bien. J'avoue que c'est vraiment un plaisir de les mettre en relation et de voir finalement leur réalisation. Ça, c'était pour nous présenter. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je sais qu'on déborde et je suis pas forcément qualifiée pour répondre à toutes les thématiques. Je remercie Madame Odette, c'est toujours un plaisir de l'entendre. C'est une vraie expert. Alors pardon, je parle à Madame d'abord, mais c'est toujours un expert de l'entendre. Merci Monsieur Yves, Monsieur Jean-Sébastien. Je connais aussi. Ah, Sophie, ton micro a coupé après que tu aies dit Jean-Sébastien. Voilà, en tout cas, c'était pour les remercier et je connais leurs compétences. Je voulais juste faire 2 réflexions sur les thématiques, notamment sur le télétravail. Rapidement, effectivement, on assiste en fait à un changement de configuration de la relation employeur-salarié. Et Yves en a parlé, notamment dans le secteur tertiaire, je parle plus spécifiquement de ce secteur. Finalement, on voit revenir une organisation du travail qui était assez ancienne et qui correspondait plutôt au monde de l'industrie ou au monde du bâtiment, qui s'appelle le travail à la tâche. Et je crois que c'est une des orientations qu'on doit prendre pour gérer les salariés ou la performance. Par contre, ce travail-là à la tâche, ça convient pas à tous les salariés, ça convient pas à toutes à tous les tempéraments. Il y a des gens qui doivent être managés à l'horaire et il y a des gens qui sont capables de s'organiser eux-mêmes, de travailler à 23 heures le soir chez eux et qui vont produire. Donc ça, ce sera toute la problématique des DRH de gérer la performance avec des gens qui ne fonctionnent pas de la même manière. Moi, je vois plusieurs risques à cette nouvelle organisation du travail. Donc déjà, la mise en place d'indicateurs pertinents pour l'évaluation de la performance. Et ça va être un vrai travail de jonglage de la part des DRH. Et un deuxième risque, qui est le risque de déshumanisation de la relation employeur-employé. Parce qu'à force de traiter au loin et de mettre des indicateurs pour mesurer sa performance, ben finalement, on ne va plus vraiment s'adresser à l'être humain, on va s'adresser à un travail qui est fait ou qui n'est pas fait. Et je crois que Odette en parlait, je crois, quand elle parlait d'un farewell qui avait dû être fait à distance. Je crois que le lien humain, il est quand même fondamental. On va vers des sociétés qui vont se digitaliser de plus en plus, mais l'outil ne remplacera jamais la relation humaine. Je crois qu'il faut vraiment garder ça en tête et ça, les DRH vont devoir faire avec. Et puis, je vois un dernier risque avec le télétravail qui est lié aux problèmes juridiques et financiers. Je prends un exemple de quelqu'un qui est chez lui en train de télétravailler et qui, je dis n'importe quoi, qui se brûle ou qui se casse une cheville. Est-ce que c'est un accident du travail? Alors là, qui prend en charge? Dans certains pays, on parle de taux AT, taux d'accident du travail, qui impacte les résultats de l'entreprise. Mais ça peut être après au niveau des caisses sociales, au niveau de l'indemnisation. Alors ça, c'est un nouveau risque juridique. À quel moment je suis réellement devant mon poste et considéré comme dans le lien de subordination qui me permet de prétendre à un accident du travail? Ça, il faudra y penser. Et puis, il faudra aussi penser au risque financier du télétravail. Vous ne pourrez pas demander à votre salarié, il me semble, hein, c'est vraiment juste un avis, de produire la même chose s'il n'a pas les conditions, si vous, employeur, vous n'avez pas mis en place un certain nombre de conditions comme des modems de connexion, comme s'assurer qu'il a vraiment un PC. Donc tout ça, ça a un coût. Donc oui, on fait baisser les frais de fonctionnement parce qu'on réduit le mètre carré au sol de nos sièges sociaux, mais maintenant, je dois quand même équiper tous mes salariés en région. Et donc voilà, donc, comme disait Yves ou Odette, je ne sais plus, les DRH pour être pris en compte au niveau des COMEX, ils doivent parler chiffres. Clairement, ça doit être chiffré. Et ça doit être en fait annexé la nouvelle ligne sur la masse salariale globale.
oui, coût de connexion pour mes employés en télétravail. Je vous dirai juste 2 phrases de conclusion. Donc, le télétravail, à mon sens, ne correspond pas à tout le monde et pas tout le temps. Je pense que c'est un outil de management, mais ça doit être modulable. Et c'est le gros problème des DRH, c'est qu'ils vont devoir devenir pilotes, en fait, d'une flotte qui est totalement hétérogène. Voilà, la gestion des RH va devenir de plus en plus agile. Et donc là, il va falloir vraiment avoir des experts top. Yvette parlait de créativité, on est en plein dedans. Donc, je ferai un appel juste aux directeurs généraux qui sont peut-être ici et qui nous écoutent. Il faut recruter de bons DRH. Il ne faut pas faire l'impasse sur la fonction RH. La fonction RH, c'est pas un service de gestion des payes et des conflits liés aux salariés. C'est pas ça. La DRH, c'est un lieu. Le DRH, c'est vraiment le médiateur entre la fonction de la direction générale, donc entre le DG et les employés. Et il doit vraiment faire l'équilibre entre ces deux départements-là, entre ces deux parties. Il doit à la fois protéger les employés par la justice et l'application du droit du travail, mais c'est aussi quelqu'un qui défend l'entreprise et qui défend sa pérennité. Donc, les directeurs généraux ne peuvent pas faire l'impasse sur le recrutement d'un bon DRH. Alors, on parle d'intégrité, Jean-Sébastien en parlait aussi, ça fait partie de ça, mais il faut vraiment des experts maintenant à ce poste-là. On n'est plus dans l'époque de la gestion administrative du personnel, je crois que c'est fini, et on va devoir avoir des gens de plus en plus spécialisés si on veut s'adapter aux défis de demain. Voilà, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et ça va m'aider à rebondir d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup Sophie. Très belle interpellation déjà. Et Alexandra, je te laisse donner le mot de la fin. Le mot de la fin sera simple. Je me souviens lorsqu'on faisait les préparations dans les coulisses de cette masterclass, un des intervenants, Jean-Sébastien notamment, nous avait mis cette belle image. Et c'est vraiment en consensus qu'on a décidé de dire le mot de la fin en partant de là. Alors, il l'avait mis et nous avait posé la question, mais que sont devenus le caméraman et le pilote? Du coup, il nous a mis cette autre image pour dire le drone. Alors forcément, ça avait suscité du débat en disant « oui, mais enfin, notamment Meta, mais enfin, l'humain doit rester au centre. Oui, mais digitalisation, ça ne veut pas dire robotisation, exclure l'humain. » Et finalement, ensemble, les autres intervenants, tous, sont arrivés à la conclusion « ben non, il ne s'agit pas d'exclure le caméraman ou le pilote, mais je pense que tous les intervenants l'ont dit. Et la conclusion, c'est qu'il faut commencer à préparer une réingénierie des métiers. » Alors, moi, je vais parler très rapidement, je ne vais pas vous prendre du temps parce que ce n'était pas l'objet de la masterclass, mais de la réingénierie du métier de formateur, parce que la formation est rattachée à la direction des ressources humaines. Très concrètement, lorsque souvent je suis on va dire en clientèle et que je parle de e-learning, les gens sont un peu stressés. C'est vrai que la conception du e-learning qu'on a, c'est des vidéos, on tape une plateforme ou un YouTube et il y a une isolation sociale. Moi, je vais vous demander de ne pas aller sur cette approche, mais comme avait présenté Sophie, aller sur du blended learning, c'est-à-dire une approche digital learning. Ça voudrait dire quoi? Avec les nouvelles approches de digital learning, il n'est plus question de mettre une plateforme et de laisser les gens finalement suivre comme ça par eux-mêmes. Il y a les aspects où le formateur reste présent, mais c'est juste qu'il ne va pas être de A à Z présent et lui parler. Il y aura certainement des contenus vidéo, mais il y aura des interactions qui vont se faire en continu via des chats, au travers de plateformes justement où il y aura les vidéos. Il y aura des communautés d'apprentissage où on a justement les différentes personnes qui apprennent, peuvent en même temps échanger les best practices. Et finalement, il y a un monitoring. Donc, les gens suivent, mais on est capable de pouvoir extraire des rapports et se rassurer que les gens ont réellement suivi, quelles sont leurs questions, de manière à arriver mieux armés pour la partie présentielle de la formation. Donc, moi, je dis, pur e-learning, forcément, non, mais l'approche qu'on vous propose, c'est une approche qui est blended learning, c'est-à-dire les gens suivent, mais le formateur garde toute sa place. Donc, finalement, on voit qu'il y a un besoin avec ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, d'anticiper cette digitalisation de nos formations en entreprise.
Mais au-delà, je pense qu'on peut même parler de performance. Vous savez, il y a une étude, excusez-moi, d'un centre spécialisé dans tout ce qui est digital learning, digitalisation des formations, qui s'est adressé à 400 structures et qui leur a demandé pourquoi passer au digital learning. Je ne vais pas passer en revue tous les chiffres parce que vous les avez, mais vous verrez quand même que la majorité des structures, et ce n'était pas qu'en Occident, c'était au niveau international, ont répondu à 30% pour l'efficacité pédagogique. Parce qu'on a des gens qui viennent, mais pas juste pour tout apprendre. Ils ont déjà été préparés avant la séance présentielle. D'autres ont répondu pour le fait d'avoir des contenus plus réactifs par rapport aux enjeux du business. Donc, on donne la théorie en vidéo, mais quand on se rencontre, c'est vraiment pour parler, OK, quid la vente et le Covid? Quid le management en temps de... Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, il y avait effectivement le coût qui était compétitif. Je ne viens pas vous moraliser ni essayer de vous convaincre. Je veux juste vous présenter des chiffres objectifs pour dire qu'au fait, qu'on le veuille ou non, il faut commencer à préparer, comme l'a dit Jean-Sébastien, Odette et Yves, c'est pas moi qui l'ai dit, cette migration. Alors, cette migration ne doit pas forcément se faire de manière brusque. Vous avez de la sensibilisation. Nous, dans notre cas, on a la plateforme Exemis en partenariat avec notamment la Chambre de commerce, même avec MetaConnexion. On a des formations dont en parlait Sophie, des formations commerciales. Et dans le chat, normalement, vous avez vu passer le lien pour vous inscrire aux formations commerciales qu'on a, notamment avec la Chambre Franco. Et si vous pensez qu'après avoir fait ces étapes, vous êtes à l'aise, on peut mettre en place pour vous une plateforme en interne, former vos key users, parce que le but, ce n'est pas de vous taper une plateforme, mais d'aider vos formateurs, ou du moins former vos agents ou vos collaborateurs, même RH, pour qu'ils soient capables d'assurer ce monitoring. Donc, fondamentalement, j'aurais tendance à dire, pensant, préparant, anticipant ce qui se passera demain. Je crois que Meta, c'est globalement ce que j'avais à délivrer. Donc, je vous remercie tous qui avez été présents, tout d'abord les participants, pour vos questions, pour les interactions et d'avoir répondu nombreux présents. Nous étions quand même plus de 65, donc, et c'était des profils très axés RH, donc des professionnels du métier, ceux qui nous honorent et honorent nos intervenants. Je remercie tout d'abord la Chambre pour son accompagnement, le partenariat dynamique et tous les beaux produits que nous faisons ensemble. Je te remercie également, Meta, pour ta présence à toutes les masterclass, pour le dynamisme dans la mobilisation et autres. Tous les autres partenaires, je les remercie, que ce soit BIMAP, SNICO, les autres intervenants, Emmanuel Signou, ou encore nous avons, que je n'oublie personne, Edwige Takassi. Et alors, le meilleur pour la fin, je remercie donc Jean-Sébastien pour ta disponibilité d'avoir répondu présent. Merci. Odette, un tout grand merci pour ta grande collaboration et la bonne humeur dans la préparation. Et alors Yves, merci d'avoir répondu présent. Merci pour tes inputs. Et à vous tous, je dis rendez-vous pour les prochaines Digital Masterclass qui auront lieu en novembre de l'année 2020, après Covid, je l'espère. Meta. Oui, merci beaucoup Alexandra, tu as dit vraiment l'essentiel. Donc, je vous invite à visiter les différents partenaires et aussi d'aller d'aller vous inscrire pour avoir plus d'informations sur Metanesis et qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans cette digitalisation, dans cette démarche numérique qui va se faire en fait sous forme de processus. C'est vraiment un processus, c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va être numérisé, mais il y a des structures qui sont là pour vous accompagner, notamment Metanesis. Donc voici le lien. Il a aussi été mis dans les commentaires en chat. Donc, je vous invite à y faire un tour et rendez-vous pour les prochaines masterclass. C'était vraiment un plaisir de pouvoir animer ces différentes masterclass. Et je vous remercie tout le monde. Merci Alexandra pour l'opportunité et rendez-vous prochainement. En tout cas, guettez vos emails parce que vous allez avoir des nouvelles très bientôt et on va préparer les prochaines masterclass avec vous. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci pour des sujets qui n'hésitent pas à nous les faire parvenir également. Hein. Voilà, si vous avez des propositions, voilà, des sujets, n'hésitez pas à contacter Metanesis. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Bye bye. Bye. Bye.